Tiala, Escamonde, Elengi, Irano Tiala, Escamonde, Elengi, Pindere Batum, Escamonde, Elengi. Pu présenter un certain nombre de préoccupations dont je reprends une phrase de l'un des avocats devant le tribunal. Il a demandé à ce que le tribunal puisse essayer de mettre toutes les parties en bonne disposition psychologique afin que la confiance soit établie, tout en présentant une pièce avant le plaidoirie et des questions également à poser à l'organe de la loi. Donc nous ne sommes plus pendant l'instruction à rappeler les juges. C'est déjà l'étape de plaidoirie. Et là, on est en train d'examiner du point de vue technique si ça sera possible qu'on puisse soumettre le support audio que vient de présenter la défense du prévenu Vital Kamere. En guise de rappel, l'audience de plaidoirie est fixée du point de vue étymologique par les juges pour permettre aux parties de présenter chacune leur argument. Dans la procédure pénale, la partie civile prendra la parole en premier pour soutenir les accusations du ministère public et justifier en quoi a-t-elle subi les préjudices par les actes de prévenu. En termes clairs, la partie civile qui se greffe à l'action du parquet va exposer les faits infractionnels reprochés au prévenu pour solliciter in fine réparation. Faut-il encore que les faits mis à charge des prévenus soient établis. Et puis le ministère public va résumer les faits et présenter son réquisitoire final. Les prévenus prendront ensuite la parole pour présenter devant les tribunaux leurs moyens de défense. Et dans la finalité, le but est de demander au tribunal de rejeter les accusations, ce qui est une posture normale quand on est prévenu. Et le tribunal va accorder en dernier lieu la parole à chacun des prévenus pour son dernier mot et viendra ensuite la clôture des débats pour se prononcer dans les délais tels qu'est repris par la loi. Donc nous rappelons que les 3 détenus, les 3 prévenus sont poursuivis pour 3 préventions principales, notamment détournement des deniers publics, corruption et blanchiment des capitaux. Et c'est un dossier qui s'achemine petit à petit vers la fin. Mouyal, vous avez un mot à placer? Bon, nous sommes, comme si on était en train d'assister à une sorte d'arrêt. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. De la procédure qui a commencé. Monsieur le Président, avant que je ne place un mot avant le sur ce qui vient d'être dit, il conviendra ce que vous puissiez demander à la défense du prévenu Vital Kamere de retirer les mots qu'il a placés. Un procès de ruse. Monsieur le Président, par respect à votre tribunal, nous lui demandons de retirer ces termes-là pour que je puisse continuer. Oui, Maître Kabini, vous avez la parole pour retirer ce que vous avez dit. Je sais. Quand on manque d'arguments sur le droit, on exige à une partie opposée de retirer. Je retire. Okay. Mais qu'il soit fort sur les arguments de droit. Merci, ça c'est... Oui, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Le prévenu Jamal vient aujourd'hui pour dire qu'il a des exceptions à soulever, alors que cette cause ici a été instruite abondamment. Le tribunal a estimé avoir été largement édifié. Et la cause a été renvoyée à l'audience de séjour pour plaidoirie et réquisitoire. C'est le tribunal qui avait déjà décidé. Ce n'est pas par le plaisir d'une partie de ramener le tribunal à reprendre l'instruction qui a été déjà menée. L'instruction a été menée. Celui qui a besoin d'être édifié, c'est le tribunal. Ce n'est pas ceux qui sont à la barre, Monsieur le Président. On nous demande depuis le début de ces procès de donner les preuves du détournement à charge du prévenu Vital Kamere. Monsieur le Président, nous avons fait une instruction ici. Et ils ont leur entendement de ce qu'ils appellent le détournement. Nous avons l'entendement que nous avons du détournement au regard des dispositions légales. L'instruction qui a été menée ici pendant
ou 5 audiences, nous avons pu réunir tous ces éléments à charge du prévenu. C'est à cela que nous disions à tout moment qu'au moment venu, nous allons agencer tout cela pour démontrer à votre tribunal qu'il y a eu détournement, Monsieur le Président. Le ministère public n'est pas là pour commencer à répondre aux questions de la partie prévenue. Le ministère public n'est pas en accusation, c'est le ministère public qui accuse. Ils ont soif de connaître ce que nous avons retenu, les éléments que nous avons comme preuve à sa charge, qui nous donne l'occasion. Vous avez dit qu'on passe à la plaidoirie, vous avez passé la parole à la partie civile, mais ils ne veulent pas qu'on y aille, Monsieur le Président. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous plier à leurs caprices? Je ne pense pas. Votre tribunal avait déjà instruit. Aujourd'hui, nous sommes à l'audience des plaidoiries. Il convient à ce que vous puissiez donner la parole à la partie civile, de présenter ces doléances pour que nous puissions requérir, et à ce moment-là, leur soif sera étanchée. Bien, merci. Ils vont comprendre de quoi... Merci, merci. Merci, Monsieur le Président. Bien, suivez, s'il vous plaît. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. S'il vous plaît, suivez. Non, 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 suivez. Le tribunal va vous répondre. Suivez. Le tribunal voudrait rassurer les parties au procès d'une chose. Que lorsque l'instruction est menée, c'est pour permettre au tribunal d'être éclairé. Parce que c'est le tribunal seul qui rendra la décision. Et je crois que tout au long de ce procès, les parties se sont exprimées librement de telle sorte que, à l'audience passée, le tribunal a estimé sa religion éclairée et a renvoyé pour plaidoirie. Et pour preuve, parce que le prévenu Caméré parle de ce CD qui contient les discours, les orientations du président de la République, le tribunal voudrait vous remettre en mémoire ce qui a été dit brièvement au cours des audiences d'instruction. Vous aviez toujours soutenu, prévenu Caméré, que vous agissiez sur instruction du président de la République, en ce que le programme qu'il avait arrêté pour ces 100 premiers jours devait absolument être exécuté. Et les différents intervenants, c'est-à-dire les différents témoins, nous ont éclairés sur cette affirmation. Et aujourd'hui, vous produisez un CD qui contient les dites instructions. Vous allez en faire état certainement lors de votre plaidoirie. Et au moment où le tribunal rendra sa décision, il vous répondra. Donc ce n'est pas à ce stade ici que le tribunal peut admettre ou rejeter un quelconque argument d'une des parties. Ici, le tribunal prend acte de vos arguments. Et lorsqu'il dit qu'il est éclairé, faites-lui confiance, le tribunal est réellement éclairé. Cela étant donc dit, il appelle la partie civile à plaider. Vous avez la parole. Oui, on fait acter. Attendez. Non, c'est décidé, maître, s'il vous plaît. Non, 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 c'est décidé. On fait acter. Attendez, attendez. On fait acter. Attendez, maître, s'il vous plaît. On fait acter d'abord la comparution de... Oui. Maître Bokolombe. Maître Bokolombe. Oui. Maître Arlette Odia Kachama. Maître Arlette Odia. Avocate au barreau près la cour d'appel de la Chopo, ainsi que du barreau de Kinshasa Gombe. Gombe Chopo. Oui. Maître Gervais Kalongama, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci, il y a des avocats pour les prévenus Caméré qui viennent d'arriver. Ici, on n'a pas fini, votre honneur. Attendez, oui. Maître Christian Béachaoumba, avocat au barreau du Kouilou. Merci. Maître. Votre honneur, je suis Gérard Jules Dieudonné, Kabemba Mwanana Loalaba. Je suis avocat inscrit au tableau du barreau de Kinshasa Matete. Oui. Maître Dioka Kassanda, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ok. Maître Mputu Mansoni, avocat au même barreau. Ok, merci. Partie civile. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Non, non, s'il vous plaît. Excusez, monsieur. S'il vous plaît. Excusez-moi. Chers confrères. Nous a rencontrés. Maître, non, 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 maître, c'est fini. Cette question-là est vidée.
Vous avez la parole, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un minimum... Partie civile, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a un minimum d'été. S'il vous plaît, c'est nous qui avons la police des débats. Vous avez la parole, partie civile. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous aurez remarqué que ce dossier, ou plutôt cette plaidoirie, commence dans une effervescence d'une stratégie de quelqu'un ou de ceux qui ne veulent pas se défendre. Mais c'est un jeu d'enfant, parce que c'est un jeu qui ne nous mène nulle part. Alors, je commencerai cette plaidoirie telle que je l'avais prévue, en commençant par ce que j'appelle les malentendus théoriques. Et mon excellent confrère le bâtonnier Vous avez 2 heures maximum, donc c'est chronométré. Je n'aurai pas besoin de 2 heures. Parce que ce qui se conçoit bien n'a pas besoin d'être dit en plusieurs mots. Je pense toujours à cette parole du Christ qui dit qu'il ne faut pas prier comme les païens qui multiplient les paroles. Justement, on multiplie les paroles quand on n'est pas convaincu soi-même. Et lorsqu'on n'est pas convaincu soi-même, on ne peut pas convaincre le tribunal. Voilà pourquoi cette agitation de tout à l'heure, ça traduit un manque de confiance en soi, un manque d'arguments. Alors, quels sont ces malentendus théoriques avant que mon estimé confrère revienne sur les infractions elles-mêmes? Les malentendus théoriques. En suivant ce procès pendant ces 4 audiences, je suis arrivé à quelques malentendus théoriques. Le premier malentendu, c'est que les prévenus ont tendance à croire qu'il y a 2 auditoires. Il y a le tribunal qui doit être convaincu et qui dit qu'il l'est déjà, en tout cas qu'il a sa religion éclairée. Et il y a cette opinion publique qui nous suit de par le monde. Et toute la stratégie de la défense consiste à confondre ces 2 auditoires. Or, moi, comme avocat de profession, comme eux d'ailleurs, qui sont des excellents confrères, nous savons que seul le juge doit être convaincu. Voilà pourquoi moi, je me suis préparé à venir convaincre les juges. Pas l'opinion publique, mais l'opinion, oui. Mais l'opinion intéresse l'homme politique et non l'avocat, et non la défense, et non les acteurs judiciaires dans cette audience. C'est un malentendu qu'il fallait lever. Le deuxième malentendu sérieux, et celui-là il est vraiment sérieux parce qu'il est d'ordre juridique, c'est qu'on ne se comprend pas très bien sur la notion de contrat de marché public. À la 2e ou 3e audience, le prévenu Kamere vous a même dit que le contrat pouvait être verbal. Il vous l'a dit. Et quelque part dans ce développement, il vous a même dit qu'il était possible de régulariser. C'est pourquoi j'ai failli intituler ce procès ou cette plaidoirie, la plaidoirie de rattrapage. De rattrapage. Et vous verrez que toute la succession d'actes dont je vous avais parlé à la première audience, ce ne sont que des actes de rattrapage. Comment? Le contrat de marché public, quelle est sa nature juridique d'abord? Ce n'est pas un contrat de droit privé, c'est un contrat de droit public, et plus précisément un contrat de droit administratif. Cette qualification a quelque chose d'important en droit, parce que justement, lorsqu'un contrat est de droit public, sa nullité a une nature différente que la nullité d'un contrat de droit privé. Je suis obligé de dissiper ces malentendus. Les confrères reviendront peut-être plus tard dans les répliques sur cela. Un contrat de droit public est soumis à des règles d'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des règles auxquelles on ne peut pas déroger et qui entraînent en cas de violation une nullité absolue. Et la nullité absolue dans la théorie générale du droit interdit toute confirmation postérieure. Donc, tout rattrapage est interdit. Tout rattrapage est interdit. C'est très important de le savoir dès l'abord, dès l'entame de cette plaidoirie, parce que M. Kamere et les prévenus qui sont en corréité avec lui viendront vous dire oui, mais nous avons tenté de nous rattraper. C'est tellement grave, parce qu'au commencement de ce procès, c'est ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a déjà un plan de décaissement qui est fait et qui indique même le montant qui doit être payé pour Samibo et SARL. Mais ce plan est antérieur à la facture elle-même. Et cette facture est antérieure au contrat, à l'avenant, au contrat qu'il invoque lui-même. Donc vous voyez qu'il est dans un processus de régularisation.
Si la régularisation existe en comptabilité publique, elle n'existe pas en droit des contrats de marché public. Donc ce malentendu doit être dissipé dès le départ. Je ne reviendrai pas sur ce qu'avait dit un des témoins ici, mais je crois que c'est M. Bilomba qui contestait des diplômes qu'on achetait ailleurs. Parce que je pense qu'il ne parlait pas du Congo. Parce qu'avoir la qualité des gens qui sont ici, le Congo a produit des gens suffisamment compétents pour savoir quelles sont les conditions légales de la passation d'un marché public. Et ces étapes sont indiquées dans la loi. Peut-être pour ne pas vous distraire, je prends ces étapes. Ces étapes se retrouvent dans l'article 194 déjà du manuel de procédure, qui dit ceci. S'agissant de l'avenant, un avenant n'est valable que si, il y a un que si il a obtenu la non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Et des deux, s'il est approuvé par l'autorité approbatrice compétente, compte tenu du montant du marché augmenté de celui de l'avenant. Alors, mon honoré confrère reviendra sur les détails techniques de cela. Mais vous voyez déjà que ces deux conditions viennent à manquer. Et donc, c'est des choses qui ne peuvent pas être faites après. Alors, deuxième malentendu qu'il faut évacuer, c'est les règles de l'administration de la preuve en matière pénale. Le prévenu Kamere et à sa suite, beaucoup d'autres personnes, et même ses conseils, ont exigé un procès pièce contre pièce. Oui, mais ce raisonnement est valable en matière de procès civil, qui a une autre règle qui préside à l'administration de la preuve, qui est la hiérarchie de mode de preuve. Et là-bas, c'est l'écrit contre l'écrit. Mais en matière pénale, il faut que ce soit entendu de tous, que la procédure pénale obéit plutôt à une autre règle, qui est la conviction du juge, mais qui n'est pas une conviction arbitraire, mais une conviction qui s'appuie sur des éléments de preuve qui soient administrés de manière libre par les parties. Il faut que ce soit clair déjà pour tous. Et donc, lorsque nous parlions à la première audience d'une infraction, non pas intellectuelle, comme j'ai lu chez certains semi-juristes, mais plus d'intellectuels, mais plus des intellectuels, on ne va pas quand même pas s'entendre que M. Kamere vienne vous dire « Regardez dans mes poches si vous ne trouvez pas l'argent du détournement ». Ce serait très facile. Mais puisque c'est un intellectuel, qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes dans un processus de toile d'araignée. Dans cette toile d'araignée, il y a un chef d'orchestre. Et puis il y a des mains. Il y a les mains qui agissent. C'est ça le processus criminel que nous devons démontrer. Ce n'est pas produire des pièces, encore que nous en aurons tout à l'heure et que nous allons vous produire. Puisque vous avez dit que le procès pénal, les pièces sont produites. La seule règle, c'est que ces pièces doivent être soumises au contradictoire devant toutes les parties. Alors, un autre malentendu, et c'est ce malentendu qui porte d'ailleurs sur ces fameux CD, c'est les fameuses annotations du chef de l'État. Au départ, on vous a dit que c'était sur instruction du chef de l'État, donc je pensais qu'il y avait des annotations écrites. Mais maintenant, on évolue, on vous dit non, il ne s'agit pas d'annotations écrites, il s'agit d'un discours. Bon, mais même à supposer que ce discours soit une instruction. Mais est-ce qu'une instruction vaut-elle un contrat ou un mandat criminel donné au prévenu d'aller faire autre chose que ce pourquoi on a été envoyé en mission? Donc vous verrez bien que c'est des choses qui ne tiennent pas. Mais peut-être nous reviendrons là-dessus. Alors, les schémas criminels. Je vous ai dit qu'il s'agissait d'une toile d'araignée. Au centre de tout, il y a Vital Kamere. Ils accèdent au pouvoir le 24 janvier. Le 25 janvier, ils paralysent le gouvernement et les entreprises publiques par un communiqué. C'est évident. Ça, c'est un fait constant dans le dossier. Mais en dehors de Vital Kamere, il y a sa famille biologique et sa famille politique. Dans sa famille biologique, il a un certain Massaro qui connaît les enfants Jamal. Et les enfants Jamal qui connaissent Massaro. Et Massaro se met en contact avec M. Jamal.
qui au départ avait déjà un contrat depuis 2018 de 900 maisons sur 9 provinces non exécutées faute de moyens, malgré l'ordre de mission qui avait été déjà lancé, malgré la demande de fonds de 7 500 000 $ qui avait été déjà engagé. Ce contrat n'est pas exécuté. Alors, bon, on dit, mais faites, mais monsieur Jamal, je pense qu'on peut recommencer ce dossier. Mais au lieu de rester sur 26 millions qui sont des cacahuètes, allons sur un montant plus important. On va sur le montant de 57 500 000. On dit, mais on peut réduire même d'ailleurs le nombre de provinces. Au lieu de 9, on en revient à 5. Voilà les faits. Et quand vous demandez à Massaro, mais est-ce que vous connaissez Jamal? Au départ, il titube, il dit oui, je l'ai connu par ses enfants. Mais à la première audience, rappelez-vous, M. Kamere et M. Jamal vous ont dit de manière claire, de manière sérieuse, comme une crise cardiaque, qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils ne s'étaient jamais vus, même si plus tard, à la dernière audience, peut-être après avoir médité autrement, ils sont arrivés à dire qu'ils se sont vus pour M. Kamere pendant 2-3 minutes peut-être. 2-3 minutes peut-être. Et pour Jamal, oui, une fois ou 2 fois. Et donc ils ont une sorte d'amnésie sélective. Tantôt ils se rappellent qu'ils se sont vus, et tantôt ils oublient qu'ils se sont vus. Mais un seul élément montre qu'ils se sont vus. Mais un seul plan de décaissement, un seul document. Mais comment pouvait-il, le 1er mars 2019, prévoir un paiement pour Samibo qui ne lui avait adressé ni contrat, ni facture? Ce serait soit un cadeau, soit une révélation du Saint-Esprit. Mais je ne crois pas que le Saint-Esprit agit dans ce genre de circonstances. Il le fait, parce que la facture arrive après. Elle arrive le 6. Mais il a déjà indiqué que Samibo doit être payé. Non pas le montant qui était dans le contrat de 26 500 000, mais un autre montant. Celui qui sera d'ailleurs payé plus tard. Donc vous vous rendez bien compte qu'il s'agit des gens qui se connaissent. Et là je comprends son argument premier. Son argument premier est de dire, mais un contrat de marché public peut être verbal. Ah, là je comprends. Mais pour qu'il soit verbal, il faut que les gens se soient rencontrés. C'est de la logique. C'est de la logique. Vous voyez que dans ce fatras de faits, dans ce fatras d'éléments isolés, on peut trouver une logique. C'est cette logique-là qui va vous amener au détournement. Mais lorsque cet argent arrive, qu'est-ce qu'il fait? Puisque tout le monde est paralysé, parce que l'autorité contractante s'appelle au départ le ministère du Développement Rural. Cette autorité contractante, c'est elle qui doit solliciter le paiement au profit du titulaire du marché qui est Samibo Espéré. Non, ce n'est pas cette autorité, c'est plutôt le directeur du cabinet du chef de l'État. Agissant cette fois-ci, non pas comme directeur de cabinet, parce que dans l'ordonnance qui crée le cabinet du chef de l'État, il n'y a aucune compétence particulière pour aller réclamer l'exécution d'un contrat de marché public. Non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sollicite et obtient le paiement de la totalité, au mépris du contrat lui-même qu'il invoque. Puisque ce contrat dit, en première tranche, 30%. Mais avant même 30%, les agents du ministère du Développement Rural devaient faire un voyage en Turquie pour checker, pour contrôler la qualité. Ça, tout ça n'est pas fait. Mais je vous dirai plus tard pourquoi tout ça n'est pas fait. Pourquoi on passe outre. Et vous avez posé intelligemment cette question. Vous avez dit, mais quels sont les engagements des parties dans le contrat? Mais le prévenu Kamere vous a dit, ce n'est pas son rôle de lire le contrat. En d'autres termes, dans ce contrat, une seule disposition l'aurait intéressé, c'est le prix. 57 500 000. Mais le reste des engagements des parties, c'est pas sur affaire. Mais pour quelqu'un qui est sorti d'une bonne école de l'université de Kinshasa, qui a de l'expérience, qui est un intellectuel, il vous l'a dit à la première audience, c'est quand même curieux qu'il ne lise qu'une seule disposition du contrat et pas les autres. Et pas les autres. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, mais oui, mais puisque l'argent est arrivé chez les tiers. Parce que le vrai problème du détournement, contrairement au vol, le vol, on doit trouver le bien volé entre les mains du voleur. Mais pas ici, pas le détournement. Le détournement, c'est pas être même au bénéfice d'un tiers. Ici, l'argent va chez un tiers. Mais curieusement, nous constatons des mouvements suspects tout autour de cette famille biologique,
Vous avez entendu les gens, vous verrez les pièces, vous les avez. De mouvements d'argent. Des gens qui avaient 28 000 $ au 31 mars 2018. Tout d'un coup se retrouvent tous autour de 400 000, 500 000, 800 000. Tout ça c'est curieux. Toujours au moment où le premier paiement a eu lieu. C'est curieux. Et plus tard, parce que on garde toujours le meilleur pour la queue. Et en même temps, comme disaient les latins, c'est vers la fin, je laisse le plaisir à mon estimé confrère plus tard de revenir sur une pièce capitale qui montre cette intention. Et vous avez tout autour de la famille biologique, Massaro, tout agent de la SONAS qui se retrouve en train d'acheter des immeubles à la vente publique à 1 120 000 $, d'acheter des maisons à 600 000 $, à la même période, hein, c'est-à-dire avril-mai 2019. Il y a un enrichissement qui ne s'explique pas. On vous dit non, ce sont des réserves, ce sont des économies. Mais on n'indique pas l'origine de ces économies. Pire encore, on achète quelques immeubles dans la ville. Mais tous ces immeubles, puisque le crime ne peut pas être parfait, ont connu un seul monsieur comme chargé des démarches administratives. C'est M. Tanier Mécha. Et M. Tanier Mécha dépose devant l'officier du ministère public pour dire oui, voilà la liste de tous les certificats d'enregistrement. Et il ajoute d'ailleurs, je les ai tous en original moi. Je les ai tous en original. Et d'ailleurs, c'est M. Kamere qui m'a demandé de les garder. Et quand on regarde dans cette liste, on ne voit pas un seul document au nom de M. Kamere, à part un terrain qu'il aurait encelé dans une île, quelque part là-bas. Mais tous les biens sont au nom des membres de sa famille. Et curieusement, sa famille politique s'invite. Pour une fois, lorsqu'on établit un titre de propriété, ce titre de propriété se retrouve demandé dans un ministère. C'est le ministre Sakombi, curieusement, de la même famille politique que lui, qui apparaît, qui vous dit, écoutez, amenez-moi les certificats. Les témoins ont été entendus. Les procès-verbaux sont au dossier qui indique qu'il a demandé. Et se rendant compte donc de cette toile d'araignée, qui a quelques fissures déjà, parce que le 23 janvier déjà, Madame Soraya était cessionnaire d'un terrain. Se rendant compte de cette difficulté, vous avez vu le débat qui s'est passé la dernière fois. On dit oui, mais moi j'ai acheté. Mais celui chez qui on est censé avoir acheté, dit, Jamal dit non. Même si je ne parle pas très bien français, je ne me trompe pas. Je n'ai pas vendu, j'ai donné cadeau. J'ai donné cadeau. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que son avocat, maître Chicha Bokolombe, a écrit, parlant de cession. Parle de cession, il ne parle pas de vente. Donc, on est dans un processus de rattrapage des erreurs. Mais ce processus va même plus loin, monsieur le président, il va atteindre même le parquet général de la Gombe. On ouvre un faux dossier. On ouvre un faux dossier, parce que M. Kamere vous a dit, rappelez-vous, que lorsqu'il a vu dans les réseaux sociaux que sa fille, ou plutôt sa belle-fille, était devenue cessionnaire d'une parcelle sur la baie d'Ingaliema, il fallait faire annuler ce contrat. Très bien. Et il en aurait parlé au chef de l'État. Très bien. Mais il est allé plus loin, sans le faire ouvertement. On est passé par le parquet près la cour d'appel de la Gombe, qui a ouvert un dossier, je ne sais contre qui. Mais au cours de ce dossier, on a intimé l'ordre aux conservateurs d'annuler le certificat d'enregistrement de Soraya. Ça a été fait, vous verrez le certificat là-bas. Il y a le procès-verbal dans le dossier. Mais monsieur le conservateur étant un homme intelligent, il dit, mais oui, mais je vais annuler sur quelle base? Parce que les actes sont faits régulièrement. Il a établi, il a annulé, bien sûr, pour des questions de superficie, mais il a rétabli le titre au nom des partis. De telle sorte que cet argument de rattrapage n'a pas pu tenir. N'a pas pu tenir. Parce qu'en avril, les contrats de concession perpétuelle, ou plutôt des contrats de bail, a été établi bel et bien au nom de Soraya. Malgré les dénégations déjà de son père, plutôt de son beau-père, que ce contrat était mauvais. Donc il était tout à fait au courant au moment où il signait en 2019 les paiements,
en avril 2019, que le contrat avec Soraya existait parce que c'était déjà au parquet. Donc voilà pourquoi je vous disais que l'ensemble des actes isolés va nous indiquer finalement le processus. Alors s'agissant de son épouse, vous l'avez entendu, vous avez vu comment elle s'est battue, mais en faisant une belle récitation. Mais comme toute belle récitation, les récitations ont toujours des défauts. Alors madame vous dit au départ qu'elle est commerçante, mais elle ne connaît pas sous quel registre de commerce elle exerce ce commerce. Mais elle se rappelle qu'il y a quand même 826 000 $ qui ont été donnés en cash à son mariage, 33 000 € en cash, 10 millions de francs CFA, 4 véhicules neufs. Et tout d'un coup, cet argent qui est donné au mois de février, parce que c'était un mariage public, en tout cas, qui a connu une grande publicité, mais cet argent ne se retrouve sur le compte qu'en une seule fraction au mois d'avril, exactement après le 8 avril, c'est-à-dire après le paiement de la première tranche de 14 millions donnés à Samigo. C'est des coïncidences. Le Saint-Esprit agit. C'est possible. Il peut agir que les gens d'une famille aient de l'argent tous presque au même moment, achètent leur bien presque tous au moment. Mais le Saint-Esprit agit. Mais le Saint-Esprit agit dans le bien. Il n'agit pas de cette manière-là. Parce que le directeur de cabinet, tout puissant qu'il est, il a un salaire connu. Il a un salaire connu. Ce salaire, on peut le retracer. On peut le retracer. Et il est incapable, ce salaire-là, d'acheter ce bien-là dans une année. C'est impossible. C'est impossible. Encore que je ne vais pas aller plus loin parce que le code de l'éthique interdit d'ailleurs aux agents publics et à leurs épouses, même par personne interposée, de faire le commerce. Et donc, cette voie-là n'est pas la meilleure de toutes les manières. Voilà comment cela se passe. Et au-delà, il y a M. Mouima. M. Mouima. Malgré l'article 6 du contrat qu'ils invoquent eux-mêmes, mais qu'ils ont mal lu. Puisque ce contrat, l'article 6 parle du titulaire du marché. Dans l'entendement des autres, dans la République, tout à l'heure, ils disaient, oui, mais c'est plutôt le gouvernement congolais qui doit payer les taxes, la douane. Elle dit, non, non. Le mot titulaire dans le droit de marché public infère d'abord au soumissionnaire dont l'offre a été acceptée, c'est-à-dire à la personne qui a obtenu le marché public. Ça ne peut pas être l'État. Et donc, il y a comme une sorte d'entente, je ne dirais pas préalable, mais d'entente commune. C'est ce que la jurisprudence d'ailleurs exige. D'entente commune pour que l'argent de l'État atterrisse dans les bonnes mains et ne fasse pas ce qu'il doit faire. Mais maintenant, on va vous donner un dernier argument. On dit, oui, mais il y a 211 maisons. Il y a 211 maisons. Oui, il y a 211 maisons, on sait le voir. Mais où est l'argent dans tout ça? Parce que l'argent avait été donné au mépris et de loi de la République, des règlements de la République et du contrat lui-même. Pour que cela soit fait dans l'urgence. Et le ministre Yav a été encore plus disert parce que certainement sorti de bonnes écoles, il n'a pas voulu dire beaucoup de choses, mais il a sorti une belle phrase. Il dit, Monsieur le Président, le directeur de cabinet m'a fait comprendre la priorité qu'il y avait dans ce dossier. La priorité. Cette priorité qui est allée jusqu'à toucher aux réserves internationales. Et donc, on ne peut pas revenir une année après pour nous dire qu'il y a 211 maisons. Sinon, la priorité c'est émoussé, il n'y en a pas. Pourquoi fallait-il aller si vite si en fin de compte on est allé si lentement? Pourquoi? Pourquoi? Et donc c'était des manœuvres de rattrapage. S'étant rendu compte que finalement tout était bouclé, que la faute était là. Alors le prévenu Kamere et sa suite ont commencé à chercher ça. Mais plus grave encore, Mouima, qui va toucher de l'argent de la République, a un comparse, qui est également un membre de la famille politique de M. Vital Kamere, M. le ministre Toumba John. Je n'ose pas appeler excellence, parce que le mot excellence, je crois qu'il doit avoir un contenu moral. Mais ce ministre se promène avec de l'argent de la République.
dans le coffre de sa voiture se retrouve à Matadi pour importer non pas les maisons, finalement des voitures de la présidence. Finalement quoi? Il importe les véhicules, il importe des meubles et des appareils matériels qu'on a vu peut-être à la télévision être donnés comme des cadeaux dans des hôpitaux. Mais ça s'appelle comment tout ça? C'est ça, le détournement, Monsieur le Président. Voilà pourquoi je m'en tenais d'abord à faire lever ce malentendu pour passer la parole à mon excellent confrère qui va revenir sur chacune des préventions et me réservant la parole plus tard pour des répliques éventuelles sur des questions vraiment de droit, parce qu'en réalité ce dossier est un dossier juridique très intéressant, un dossier pédagogique qui va donner l'occasion au peuple congolais de savoir quelles sont les infractions dont on est susceptible lorsque on gère les deniers publics. Parce qu'en fait, la République, c'est quoi? La République, c'est nous tous. C'est notre vouloir vivre ensemble. Mais notre manière aussi de nous répartir les ressources pour avoir une vie meilleure. Mais si quelques-uns d'entre nous, parce qu'ils ont simplement créé des partis politiques, peuvent accéder à ces charges et gèrent nos biens communs comme si c'était leur propre poche, c'est une occasion pédagogique de les corriger et de manière claire. Parce qu'au fait, en dehors de l'adhésion ou de l'appartenance à un parti politique, mais il y a beaucoup de Congolais qui ne sont membres d'aucun parti politique, mais qui sont d'une compétence avérée. Je ne sais même pas pourquoi on ne les nomme pas. Pourquoi on s'agglutine dans des petits partis politiques qui forment des gens qui se comportent de la sorte. Ils se comportent tel qu'on a dit. Je ne voulais pas dire d'autre chose de désagréable, mais de cette manière-là de se comporter. Il y a tout, sauf de la rigueur, sauf du sérieux. Malgré tout, les conseils qui lui ont été donnés, notamment par un des témoins, M. Kangoudia, qui est son ami. Quelle est la réponse du prévenu Kamere? Il a convaincu le chef de l'État. C'est ce qu'il dit. On lui dit dans la salle, il dit, mais écoutez, j'ai vu M. Jamal dehors, là, je le connais depuis la RTNC, il n'a jamais fait les travaux, il a réclamé 25 millions de dollars, ne faites pas cela. Il dit non, il a convaincu le chef de l'État. Est-ce l'attitude d'un cadre responsable? Parce qu'en réalité, dans le procès pénal, ce n'est pas seulement les actes, c'est le comportement de l'infracteur qu'on juge. On juge un homme, on ne juge pas de papier. C'est pour ça que dès le départ, je vous avais dit, lorsque je l'ai vu s'agglutiner à debout de papier, je dis non, on juge le comportement. Le comportement de l'infracteur est-il le comportement d'un père de famille, diligent, moyennement intelligent? Or, ici, on vous a vanté qu'on n'est même pas moyennement intelligent, on est carrément intellectuel. Qui est un terme que moi-même, je n'ose pas m'attribuer. Être intellectuel, c'est appartenir à une classe sociale. Cette classe sociale, c'est une classe sociale non pas seulement des gens qui détiennent des diplômes, mais des gens qui ont comme la morale, le bien commun, comme valeur absolue. C'est ça les intellectuels. Il ne faut pas confondre avec les universitaires. Les universitaires sont tous ces gens qui ont des diplômes. Et ils sont nombreux au Congo. Mais intellectuels, c'est une classe d'individus rares. Même en Europe, vous les trouvez rarement, les intellectuels. Et donc, on s'est donné des mots. J'appelle ça l'hybris du pouvoir. Parce que généralement, quand on est au pouvoir, on se croit doté d'une intelligence supérieure du fait d'être assis sur une chaise. Alors que l'intelligence était d'arrêt bien partagée peut-être par d'autres personnes. Voilà, Monsieur le Président, je ne veux pas abuser de votre temps. Tout ça, c'était les malentendus théoriques. Je passe donc la parole à mon estimé confrère pour vous exposer les faits et les moyens de droit et me réserverai le droit de revenir dans les timings qui est le nôtre. Merci, Monsieur le bâtonnier, allez-y. Non, non. Non, non, s'il vous plaît. Nous sommes pendant la plaidoirie, vous allez répliquer. Ce ne sont pas des attaques personnelles, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des attaques personnelles. C'est la plaidoirie, ce ne sont pas des attaques personnelles. Allez-y. Mais vous allez parler, ne vous en faites pas. Allez-y. Monsieur le Président, Monsieur les juges, Monsieur le procureur général, la vérité, c'est prendre son temps.
Et heureusement que le temps est le meilleur allié de la vérité. Et ce procès, Monsieur le Président, permet de lever un voile. Je dirais même l'omerta sur la manière dont sont gérées les finances publiques de l'État. Et donc pour nous, Parti civil, Monsieur le Président, il permet de sonner le glas d'une nouvelle ère pour la justice et une autre gouvernance dans le pays. Je rebondis sur les pertinentes observations de mon excellent confrère pour non pas vous donner une narration des faits à la manière que nous aurions pu le faire au civil. Je prends une approche chronologique à travers laquelle, Monsieur le Président, ce que le droit anglais appelle l'actus reus, la mens rea, seront démontrés. La matérialité des agissements dont sont convaincus les prévenus au titre de détournement, de corruption et de blanchiment des capitaux. Monsieur le Président, rebondissant sur la plaidoirie du professeur Kalouba, et ceci me semble dès l'abord important également, c'est le procès pièce contre pièce. Il a si bien dit que ce n'est pas l'essence du procès pénal, parce que ici, Monsieur le Président, les gestes, les comportements, les faits même anodins peuvent vous permettre d'asseoir votre conviction. Et donc, Monsieur le Président, pour la partie civile, ce n'est pas de vous amener une décharge signée par notamment le prévenu Caméré, où il dit, moi Caméré, je reconnais avoir reçu autant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais les liens, les corrélations vous permettent d'en inférer que ces comportements sont constitutifs des infractions pour lesquelles le ministère public les a poursuivis. Et je m'en vais, Monsieur le Président, pour preuve. Vous l'avez entendu ici, et nous allons revenir sur cela. Quand le ministre des Finances, qui est un homme éduqué, vous dit que le directeur de cabinet m'a fait comprendre, ce n'est pas par un écrit. Parce qu'il y a eu des appels téléphoniques, il y a eu des réunions qui n'ont pas été sanctionnées par un écrit. Et les preuves les attestent. Deuxième élément, Monsieur le Président, pour vous faire comprendre que le procès de pièce contre pièce n'est pas ce procès, un témoin important, le comptable public à la présidence, vous a dit ici dans quelles circonstances il a dû remettre de l'argent à XY. Et il l'a fait sur instruction au téléphone. Il n'y a pas d'écrit pour cela.
il n'y a pas d'écrit. Mais vous l'avez entendu, ça n'a pas été contesté. Et les procès-verbaux d'audition qui sont dans votre dossier les attestent. Donc il est bon que les choses soient claires dès le départ. Monsieur le Président, dans ce procès, il y a des constances. La première constance, c'est que Samibo, qui est une société mallette, qui n'a pour, on va dire, responsable que le prévenu Jamal. Ceci n'est pas de moi, ceci est de son comptable qui a été auditionné. Et lorsqu'on lui pose la question, au sein de cette société, quel est le personnel? Il n'y a personne. Sauf quelqu'un qui vend dans le magasin, un électricien, rien d'autre. Le dossier que la partie civile Elengi.